tous, sixième CQFR de la semaine. Celui où on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les questions, vous pouvez les envoyer sur l'adresse mail cqfr.rivers@gmail.com. Shai, justement, réceptionne les courriers, trie vos messages et ensuite nous pose les questions et on va y répondre ensemble. Shai, tu es à mes côtés. Pas de Théo aujourd'hui, on est tous les deux. Et Shai, il y avait beaucoup de questions de ce que j'ai cru comprendre. Absolument, il y a toujours beaucoup de questions. Merci encore de nous en envoyer autant. Et ne vous découragez pas si ça ne passe pas. Ça viendra forcément un moment. Je passe parfois à côté de certaines questions, mais en insistant, en général, j'arrive à vous voir. Antoine, je sais que tu as envie de dire ou alors on vous sélectionnera pas, hein, on a le droit de pas vous sélectionner. je sens ton côté taquin. Mais non, vous inquiétez pas, j'essaye de suivre quand même ça. Il y a des questions qui se prêtent aussi peut-être plutôt à d'autres formats. La late session qui devrait reprendre très bientôt normalement. Ça peut se prêter à ça aussi. Ça fait 10 ans qu'on le tease. Non, normalement, je vais tenter un semi-teasing. Il y a de bonnes chances que ce soit la semaine prochaine, mais on vous en dira plus. Ok. On vous dira pour le format, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions qui se prêtent plus. C'est des exercices, des jeux un peu qu'on nous propose et ça se prête plus à l'exercice Twitch Late Session. Donc, ne vous inquiétez pas, ça pourra passer aussi là-dedans. Mais on a quand même des questions qui sont passées. Et Antoine, ça commence avec une question de Morgane qui nous dit « Ma question porte sur l'évolution du jeu en NBA. On a vu Scottie Barnes récemment démarrer plusieurs matchs en Small 5 et les résultats de son équipe ont été bons. Antoine avait dit un jour que ce Small 5 pourrait être le poste qui permettrait à Banchero de faire une grande carrière. Or, quand on regarde les 3 derniers champions, on constate qu'ils jouaient avec soit un pivot très dominant, Jokic, soit un pivot très grand, Porzingis, soit 2 tours jumelles, Holmgren, Hartenstein pour OKC, ce qui nous laisse plein d'espoir pour le palmarès de Victor Wembanyama. Mais est-ce que ça ne sonne pas la fin de l'ère small ball si brillamment incarnée par la dynastie Warriors ? Ou au contraire, est-ce que dans un avenir proche, on pourrait voir une équipe remporter le titre sans un intérieur de plus de 2,10 m ? Je pense qu'en fait, il faut qu'on arrête d'opposer small ball et taille. Je sais que c'est très tentant vu que dans small ball, il y a le small. En fait, il faut comprendre l'origine du small ball. Le small ball, c'est pas vraiment une question de taille, mais à l'époque, on a appelé ça comme ça. Le small ball, moi, je le vois plus comme 5 joueurs mobiles, beaucoup d'espace. J'en profite au passage. Il y a un épisode de Fred Young, le dernier épisode du jeu qui est sorti sur la chaîne Basket Session. C'est justement sur le spacing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la vraie définition du spacing ? Et du coup, moi, le small ball, faisons abstraction du terme small, voyons ça comme plutôt le basket moderne. Positionless, polyvalence, spacing, étirer les espaces, aller vite, mettre du rythme, être capable de switcher sur les écrans. Et ça, en fait, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et ça, quand on parle de Kristaps Porzingis, les Celtics, c'est une équipe qui étire les lignes avec Porzingis, où il y a 5 shooters. Donc, on est dans l'esprit, on est dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on a pris le small ball des Warriors, qui à l'époque était small parce que les intérieurs ne savaient pas encore faire tout ça. On était au moment où c'était les extérieurs de 2 mètres qui étaient capables d'être polyvalents. Et aujourd'hui, tout le monde est capable de faire tout. Et on voit qu'il y a des ailiers de plus en plus grands, etc. Et on a poussé le small ball à l'extrême. Et le small ball devient de plus en plus grand. Cette saison, il y a des matchs où les Rockets, ils ont joué avec Jabari Smith pivot. Il fait 2,11 m, mais c'est du small ball, en fait, d'une certaine manière. On est dans cet esprit de Jabari Smith, Kevin Durant, je ne sais plus qui étaient les joueurs alignés avec eux, Amen Thompson. On est dans cette espèce d'esprit small ball Warriors, sauf qu'il est poussé à l'extrême. Il a pris un coup de modernité. Et du coup, je pense qu'on n'a pas la disparition du small ball. Et on pourrait même avoir, il y a 4 ans, alors ça commence à dater maintenant, le basket évolue vite, mais on a une finale, il n'y a pas un joueur de plus de 2,8 m. Al Horford et Kevin Looney sont les 2 joueurs les plus grands de la finale entre Boston et Golden State. Et selon le niveau de jeu des équipes, des superstars, etc., on pourrait à un moment avoir tout à fait une finale avec, dans une espèce de même configuration. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait la disparition du small ball ou quoi que ce soit. Les principes de jeu en NBA me semblent être toujours dans cette lignée. Ouais, je pense comme toi, c'est juste qu'on demande et on attend de plus en plus des joueurs qui soient... Il n'y a plus vraiment de spécialistes, on demande qu'ils soient le plus polyvalent possible. Et donc que les grands, très grands, qui traditionnellement étaient plus proches du panier et dominés par ce biais-là, sachent faire d'autres trucs. Et donc les champions qui ont été évoqués là dans la question, c'est avec des pivots grands, mais qui ont d'autres aptitudes que le fait d'être grand, quoi. C'est ça. Jokic, on va pas revenir sur ses qualités. Porzingis n'est pas qu'un grand, sait faire d'autres choses aussi quand il n'est pas blessé. Et Hartenstein et Holmgren sont aussi dans ce moule-là, donc je suis d'accord avec toi. Et j'ajoute que effectivement, c'est plutôt encourageant pour Victor qui combine un peu des qualités qu'on pourrait dire à l'ancienne, donc la taille, un pivot très 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 grand, forcément ça aide, mais aussi tout ce qui est ball handling, shoot, qui fait que ce mix des deux époques normalement devrait faire quelque chose d'assez sympa. Et c'est normal qu'on soit optimiste
par rapport à lui. Mais ouais, je sais pas si on va revenir à quelque chose. Enfin, si c'est définitivement terminé la manière dont on l'entendait avant, mais de toute façon, il y a tellement d'évolutions dans les types de basket, dans les types de jeux, ça dure jamais indéfiniment. Donc à un moment, on va revenir à quelque chose de plus vieux. Puis à un moment, il y aura une évolution qu'on n'aura pas du tout vu venir. Enfin, tu vois, c'est aussi ce qui est intéressant et ce qui est enrichissant pour l'NBA, quoi. On passe à une question de Joris. Pascal Siakam est un des joueurs que j'ai préféré ces dernières années en playoff à Toronto, notamment l'année du titre, mais à Indiana aussi ces 2 dernières saisons. Je suis donc assez triste de le voir manquer les playoffs cette année, pour ce qui constitue sûrement l'une des 2 ou 3 dernières années de son prime. Il aura 32 ans début 2026. D'autant plus que je ne suis pas particulièrement optimiste pour les Pacers l'année prochaine. Bref, j'adorerais le voir être tradé chez un outsider où il pourrait apporter son expérience des playoffs en plus de toutes ses qualités. Ça permettrait également à Indiana de tanker à fond et qui sait, de récupérer Boozer ou Dibansa à la draft. Sur le poste 4, laissé vacant par Siakam tout en récupérant des assets pour le futur. Qu'en pensez-vous ? C'est intéressant, c'est une suggestion ça ne m'était jamais venu en tête. Je ne sais pas si Indiana aura vraiment l'intention de se séparer de Siakam, surtout qu'on voit que les Pacers finalement sont mauvais même en sa présence. Ils ont le pire bilan NBA aujourd'hui, les Pacers. Donc, Bah, ils arrivent à tanker même avec lui, c'est ça qui voilà, est... c'est ça, Ouais. ils arrivent à tanker le pire bilan. Ils sont à 12 victoires, il y a plusieurs équipes à 12 victoires. Est-ce que vraiment Indiana va vouloir se séparer de Siakam ? C'est vrai qu'il a quand même un contrat important, 48 millions la saison prochaine, 52 celle d'après. Mais je pense quand même que l'objectif d'Indiana sera de se dire on peut voir ce qui se passe l'an prochain. En fait, on peut essayer essayons d'être à nouveau compétitif dès la saison prochaine. Parce que oui, on peut penser que Tyrese Haliburton, il va avoir besoin de temps pour retrouver le rythme. Mais on ne sait pas exactement combien de temps. On ne peut pas non plus dire là tout de suite, Haliburton, il va être mauvais, les Pacers ne seront pas compétitifs. Ils seront certainement moins forts que ce qu'ils l'ont été au moment d'aller en finale NBA, hein. Il y a eu aussi un peu des circonstances, un parcours, une campagne exceptionnelle, un niveau de jeu atteint. Il n'y a plus Miles Turner, évidemment. Il y a des joueurs qui prennent de l'âge, il y a des joueurs qui progressent aussi. Je pense que les Pacers vont essayer d'être compétitifs tout en ayant ce pic très haut placé, donc ce rookie qui arrive. D'ailleurs, si c'est Dibansa, il peut jouer 3. Hein. Il n'y a que Boozer où effectivement ça poserait la question et on reviendrait sur la question. Regarde, incroyable, question d'avant. Les Pacers qui jouent très vite, très offensif avec Siakam pivot, Boozer en 4, Nembhard, Mathurin, Haliburton ou Nesmith à la place de Mathurin, encore mieux. Mais c'est très très solide. Hein. Attention, ça mettrait beaucoup de points. Ce line-up, il serait intéressant. Donc je pense pas qu'ils vont le trader. Je pense qu'ils vont d'abord essayer de voir. Et si effectivement il n'y a pas de compétitivité, si on voit qu'Indiana, ah bah non, en fait, on n'arrivera pas à retrouver ce niveau-là, là, il peut y avoir reconstruction. Haliburton est encore jeune et encore reconstruction. C'est semi-transition pour retrouver de la compétitivité d'ici quelques années. En se disant, bah, imaginons toujours Dibansa. On a Dibansa, mais il n'est pas encore prêt. On a Haliburton, qui va être le meneur parfait, qui est encore dans son prime. Il a encore beaucoup d'années devant lui. On va, pendant 1 ou 2, rester en dessous. On développe nos jeunes. Et puis, dans 2-3 ans, on essaye peut-être de trader Siakam en cours de saison en février 2027. Et dans 2 ans, ça y est, c'est reparti. Peut-être qu'on retrouve les sommets. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'urgence. Et je pense... je comprends l'envie de voir Siakam chez un outsider, c'est intéressant, mais je pense que Siakam restera à Indiana. Quand même. Je vois les choses se passer exactement comme tu as dit. Je vois pas l'intérêt de le trader maintenant. Et je pense qu'il est important pour eux aussi quand même. Il a été super déterminant dans tout ce qui s'est passé de bien pour eux la saison dernière. Je suis content parce que j'avais vraiment insisté sur le fait que je voyais Siakam comme un game changer parce qu'il est hyper adaptable, hyper fiable, hyper constant. Et en ça, la question se pose aussi. Je comprends la question de l'auditeur parce que tu le mets dans plusieurs autres équipes et je pense que c'est encore un game changer. Donc s'il y avait cette intention-là, et d'ailleurs je l'ai pas lu, mais il nous avait proposé quelques équipes auxquelles il pensait, du type Détroit, Minnesota, Cleveland. C'est les 2 qui me sont venus en tête tout de suite, Détroit et Minnesota. Donc faut voir s'il y aurait cette intention-là. Il serait parfait dans ces équipes-là, il apporterait énormément. Mais je pense vraiment pas qu'Indiana ait envie de faire ça, pour toutes les raisons que tu as dites. Ils ont encore leur fenêtre à leurs yeux n'est pas encore refermée et ils auraient tort de penser le contraire. Je veux dire, tu vas en finale NBA, t'es vraiment pas loin. En plus, tu prends pas une raclée. Tu vois, des équipes qui prennent des raclées elles peuvent se dire bon, il y a eu un concours de circonstances, on a vu de la lumière, on est rentré, on n'y reviendra pas. Là, ils sont quand même pas passés très loin. Donc, je comprends leur envie de poursuivre sur cette voie-là. Ils vont garder le même coach, le même meneur, Siakam, un pic,
on va voir ce qu'ils vont en faire, mais les Pacers ont tout à fait raison de rester comme ça, je pense. Et c'est assez rare pour le dire, même avec leur meilleur joueur qui est présent. Alors, je compte pas Liberton qui est blessé, hein, mais Siakam qui est qui est le deuxième meilleur joueur de l'équipe, ils arrivent effectivement à tanker et à être dans cet objectif-là. Donc c'est parfait. Question suivante, question de Nicolas. On entend un peu partout que les Sixers sont l'une des bonnes surprises de ce début de saison et que Joel Embiid ainsi que Paul George font une saison très correcte. Mais n'est-ce pas oublier un peu vite les contrats de ces deux joueurs? N'a-t-on pas tendance à oublier cette variable? Car on pensait que ces deux joueurs n'apporteraient plus grand-chose à leur franchise. Quand on regarde la masse salariale des Sixers, il me semble plus être à leur place dans le top de la conférence Est qu'autre chose, non? Et je glisse du coup la question qu'a voulu nous poser Théo en parallèle, parce que ça l'a frustré de ne pas pouvoir être un jour dans la peau d'un poseur de questions, d'un auditeur. Il a ajouté: est-ce que les Sixers ne devraient pas absolument essayer de trader Joel Embiid avant qu'il ne se blesse à nouveau? C'est une question que je trouve intéressante, même si la réponse me semble assez évidente. Alors, je vais répondre à la première. Je propose qu'on réponde à la première d'abord. Je t'en Après, prie. tu peux répondre aux deux d'un coup, hein, si tu veux. Mais finalement, quand on regarde la masse salariale, est-ce que c'est normal que Philly soit bien classé? Je serais tenté de dire oui, c'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est quoi? C'est la 8e masse salariale NBA. C'est la 4e de la conférence Est. Donc, quelque part, oui. Quelque part, oui, c'est vrai. C'est normal que Philly fasse quand même une bonne saison. Maintenant, on est obligé de prendre en compte ce qui s'est passé l'an dernier. On est obligé de prendre en compte un peu le contexte où on s'attendait même plus à voir Embiid et Paul George à ce niveau. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un peu d'excitation et d'engouement autour des Sixers. Après, évidemment, l'auditeur a raison. Il ne faut pas écarter que les Sixers vont devoir payer plus de 59, 64 et 69 millions à Joel Embiid sur les 3 prochaines années. Je ne compte même pas la saison en cours. Et 54 et 56 millions à Paul George. Et j'imagine que ça rejoint du coup la question de Théo. Je te laisse d'abord répondre, Chai, et après, je répondrai peut-être sur Embiid. Non, mais là-dessus, je suis de même avis que toi, et ça va rejoindre ce que je vais dire pour la deuxième question. Mais en fait, moi, c'est une vraie, là où c'est une bonne surprise, c'est qu'on avait tiré un trait, effectivement, moi, sur Joel Embiid en tant que joueur fiable, très productif, sur lequel on ne se poserait pas de questions sur la disponibilité en dehors des back-to-back. J'avais un peu tiré un trait de manière pessimiste parce que malheureusement, ce qui s'est passé les dernières fois m'a incité à penser comme ça. Mais donc, je me disais. Avec Tyrese Maxey qui a encore une belle progression, Edgecombe même que j'ai beau adorer, et le reste, je les voyais pas être aussi compétitifs là cette saison. Donc c'est une vraie bonne surprise malgré la masse salariale. Et là où je rebondis sur la suite, c'est que en fait, de manière pragmatique, dépassionnée, froide, tout ce que tu veux, s'il y a l'opportunité de le trader, peut-être que ce serait un calcul froidement intelligent quelque part de trader Embiid. Si tu as une belle proposition pour Embiid qui représente la valeur d'un joueur qui est disponible, MVP il n'y a pas longtemps, tout ça, je pense peut-être qu'il faudrait le faire, mais par contre, il n'y a aucun monde où ils le font, je pense. Je pense que c'est un signal assez terrible, je trouve, au niveau symbolique. Il revient, tu vois qu'il essaye de se battre un peu pour l'équipe, il n'y a pas vraiment eu de demande de trade ou quoi que ce soit pendant son aventure avec Philadelphie. Je trouverais ça chaud, quoi. Et rien ne nous dit en plus que là, il va pas, avec la manière dont l'équipe est construite, avec la manière dont elle va peut-être se renforcer, peut-être que Embiid dans ce rôle-là et avec les précautions qu'ils vont prendre, ça va faire des Sixers une très très forte équipe de l'Est. Donc j'ai beau avoir été un peu pessimiste pour Embiid et j'espère pour lui que la suite va pas nous rappeler que malheureusement il est un peu fragile. Non, moi je le traderai pas, même si voilà, de manière dépassionnée, peut-être que ce serait la bonne chose à faire. En fait, moi, je comprends la question de Théo parce que justement, je reviens sur le contrat d'Embiid. Donc là, il a 55 millions, mais l'an prochain, il a 59, puis 64, puis 69. Donc que Joel Embiid puisse rester en bonne santé cette saison, je peux y croire. Mmh. Que Joel Embiid soit en bonne santé jusqu'à la fin de son contrat, je n'y crois pas. Je n'y Ouais. crois pas du tout. C'est pas par méchanceté. Je suis très content de voir Joel Embiid briller en ce moment. Il a l'air d'enchaîner vraiment les matchs, de retrouver du rythme, des sensations, du sourire. Il s'est remis à sourire, le bonheur, la Ouais. joie de jouer. Et ça me fait très plaisir de voir ça chez Joel Embiid. Mais je ne m'attends pas, à ce stade de sa carrière, à son âge et avec un tel historique de blessures, à ce qu'il soit capable de reproduire ça encore et encore sur les 3 saisons à venir. Et le problème, c'est que Philly, là, s'il y a un moment où le contrat de Joel Embiid il peut peut-être être un peu refourgué, c'est maintenant et cet été, s'il ne se blesse pas pendant les playoffs.
Mais après, ça sera plus possible, je pense. À la prochaine blessure, déjà là, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment des équipes intéressées par Joel Embiid, malgré son niveau de jeu, malgré le fait que quand il est présent, il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Je suis pas sûr parce que ça sous-entend, faut, attention, faut bien comprendre le contexte dans lequel on est, le CBA dans lequel on est et comment ça se passe un trade pour respecter l'équilibre des salaires. Donc, si tu veux récupérer les 59 millions, les 55 millions, si on est sur cette saison de Joel Embiid, il faut que tu envoies 55 millions en retour. Ouais. Par définition, la plupart des équipes, envoyer 55 millions en retour, ça sous-entend envoyer l'un de tes 2 ou 3 meilleurs joueurs. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seraient prêtes à envoyer l'un de leurs 2 meilleurs joueurs en les... Prenons les Lakers, par exemple. Est-ce que les Lakers font LeBron James dont le contrat expire contre Joel Embiid? Je ne pense pas. Malgré l'âge de LeBron James, je pense que non. Tu vois, ils le font pas parce que LeBron, son contrat expire, ils ont du cap, on est les Lakers, on attire une autre star. Est-ce que les Clippers font James Harden contre Joel Embiid? Je pense pas. Je pense que même la perspective d'associer Kawhi Leonard et Joel Embiid ensemble, je pense que ça attire pas plus que ça Los Angeles. Et pourtant, je parle de James Harden. Encore une fois, je suis sur une star un peu âgée. Sur des stars jeunes, ça me semble encore moins probable. Donc, j'ai du mal à voir, même si déjà aujourd'hui, il y aurait vraiment un marché pour Joel Embiid. Je suis pas sûr. Je pense un peu comme toi, comme tu as dit. Si vraiment il y avait une opportunité, ils se poseraient peut-être la question. Quoi. Exactement. Si Brooklyn leur dit on vous donne Nick Claxton, on vous donne, je sais pas, un pick ou je ne sais quoi contre Joel Embiid, Brooklyn ne proposerait jamais ça. Je ne sais même pas quelle équipe pourrait s'intéresser à Joel Embiid. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché. Donc je comprends ce que veut dire Théo, mais le absolument, pour moi, il est limité par ce. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché. Et ensuite, par ce que tu as dit, je pense que Philly, maintenant, va quand même tenter sa chance. Tu vois, t'imagines, ça serait horrible d'un point de vue humain. Le mec revient, ça marche. Tu as envie de voir ce que ça va donner cette équipe en playoff. Et tu le transfères là, maintenant, tout de suite. Il y aurait la question cet été. Cet été, il y aurait la question de se dire, tiens, parce que là, même si on est enthousiaste sur les Sixers, on est conscient que c'est pas une équipe qui va aller en finale NBA ou qui va jouer le titre. Tu vois, et c'est intéressant en plus parce que Philly se retrouve dans les rumeurs pour Giannis Antetokounmpo. Une fois, imaginons qu'Antetokounmpo il se retrouve à Philadelphie. En fait, non, oublions ces rumeurs. Je vois pas comment ça va se produire, à part s'ils mettent Edgecombe. Je suis même pas sûr que Philly ait envie de mettre Edgecombe. Je sais pas. Je pense que ça ne peut pas exister un trade de Joel Embiid. Je pense aussi. C'est pour ça que la question est intéressante et se la poser est intéressant, mais je crois pas qu'on arrivera à ce cas de figure, tu vois. Donc, je vais botter en touche et dire profitons, là, pendant que ça dure, que tout va bien pour Embiid, que tout le monde au sein de la franchise a l'air derrière lui et est content de ce qui se passe avec lui. C'est déjà, je trouve, intéressant et ça n'a pas toujours été comme ça dans un passé récent, on va dire. Donc, pourvu que ça dure. Allez. Question rapide de François de Floripa. Qu'est-ce que vous auriez trouvé le plus, enfin, qu'est-ce que vous trouvez le plus étonnant parmi ces 3 faits statistiques cette saison? Tyrese Maxey, justement, on parlait des Sixers, qui est 2e meilleur intercepteur de la ligue tout en étant top 3 scoreur. Jamal Murray, jamais All-Star, qui est dans la liste du top 10 du MVP pour le moment. Ou Jay Huff dans le top 3 des meilleurs contreurs de la ligue. Jamal Murray, sans hésiter. C'est le plus surprenant pour toi? Oui. Les interceptions, les meneurs, il y en a toujours plein. Enfin, tu sais, les meneurs arrière, ils ont toujours beaucoup d'interceptions. Ça ne veut même pas dire que c'est des bons défenseurs. Tyrese Maxey n'est pas devenu un bon défenseur. Les stats d'interception sont les plus trompeuses pour les stats défensives. Donovan Mitchell est constamment l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue. C'est pas du tout l'un des meilleurs défenseurs. Donc, d'avoir Maxey, c'est juste qu'il joue plein de minutes, Maxey. Donc, oui, il a des interceptions. C'est le joueur qui joue le plus en NBA cette saison. Voilà. Donc, pour moi, cette stat, elle ne me surprend pas. Jeff, on avait déjà vu des qualités au contre et il est dans une équipe où il a du temps de jeu. Donc de loin, c'est Jamal Murray dans le top 10 du MVP. Jamais on aurait imaginé Jamal Murray dans le top 10 du... Alors c'est qu'un ladder, hein. C'est pas dit qu'il termine dans les 10 premières places, mais je trouve que c'est ça le plus intriguant. Ça en dit long, surtout dans une équipe où il y a Nikola Jokic, parce que par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le début de saison, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais on te dit, en février, Jamal Murray sera dans le top 10 pour le MVP. Soit tu te dis, les Nuggets vont être tellement forts qu'on va se dire que 2 de leurs joueurs méritent des votes pour le MVP, et c'est très fort quand tu prends en compte que Jokic est quand même communément considéré comme le meilleur joueur du monde, donc ça serait très surprenant quand même d'avoir Murray lui aussi dans le top 10. Soit tu te dis,
Jokic n'est pas là, ce qui est exactement en train de se passer, et Murray va tenir la baraque. Et je pense qu'en début de saison, si on nous avait dit les Nuggets vont s'en sortir sans Nikola Jokic, on n'y aura pas cru parce que tout l'historique récent, c'est que Denver joue pas très bien sans Jokic. Et on a un super Jamal Murray. C'est pas surprenant d'avoir un très bon Jamal Murray, mais d'avoir un Jamal Murray dans ce top 10 MVP, moi je trouve ça très surprenant. Tu m'as totalement convaincu, j'allais dire bêtement, j'allais dire de manière spontanée, JF, je m'attendais pas à le voir dans le top 3 des contreurs, mais c'est vrai que Jamal Murray, j'aurais pu envisager ce scénario si Jokic avait été blessé toute la saison et s'il n'était pas lui-même encore dans le classement MVP, tu vois. C'est exactement ce que tu as dit, donc je me range à ton avis et à ta bonne argumentation, et je mets Jamal Murray en plus surprenant. Maxi, l'évolution est pas surprenante, c'est plus que ça débouche sur un très bon début de saison des Sixers, c'est plus ça qui est surprenant, parce que l'évolution, elle est belle, elle est assez épatante, ça devient un très très fort joueur, mais c'est quand même moins surprenant, je te rejoins. On passe à une question de Max. Salut Shai, salut Théo, salut Antoine et toute la team qu'on connaît moins, effectivement. On salue la team qu'on connaît moins, qui se reconnaîtra. Premièrement, donc il y a deux questions. En étant moi-même amateur de jeux en lien avec le basket, comme la Fantasy League de Trash Talk et les NBA 2K, avez-vous vous-même un plaisir basket plus ludique et hors terrain? Je poserai la deuxième après qui n'a rien à voir. Donc pas jouer au basket, parce que sinon mon plaisir c'est de jouer au basket. Je pense que Pas toujours un plaisir, cela dit. ça n'inclut peut-être pas de jeu au basket. Je sais pas. Non, les NBA 2K, j'ai lâché. J'ai lâché il y a bien longtemps maintenant, même si j'en avais repris un à un moment et j'ai joué brièvement. Mais non, ce qui serait lié au basket, non. Moi, en dehors du basket, en fait, quand on bosse pas, je suis sur le foot. À ce moment, je suis à fond sur le foot. Tu veux pas me poser des questions sur Tyler Morton, là? Tu vois, un petit peu. C'est quoi? Parle-moi, fais-moi vibrer, quoi. C'est pas un meneur de J-League, ça? C'est pas un nom de meneur de. C'est un meneur backup. C'est vrai que ça ferait vraiment un nom de meneur backup. Mais non. Mais déjà, toi, tu joues au basket, donc c'est difficile d'avoir un loisir hors basket. C'est un truc qui serait. Non, j'ai plus trop. J'ai vraiment. Touquet, j'ai lâché. Il y avait Touquet et quoi? Les Fantasy League. J'ai jamais été dans les Fantasy League. Donc l'exact inverse de moi. Je ne joue pas au basket en dehors, sauf pour de très rares occasions. Mais par contre, Fantasy League, j'adore ça. Et ça fait peut-être une dizaine d'années. Moi, je suis très Fantasy League d'ESPN. Alors, la Fantasy League de Trash Talk, elle est simple, efficace et très bien. Et ce qui fait que c'est fort logiquement un très gros succès. Mais je suis plus Fantasy League ESPN, où tu draftes ton équipe en début de saison. T'es un vrai manager, quoi. Ah là, j'aime bien. C'est le côté football manager, tu vois. Et ouais, mais tous les ans, j'en ai au moins une avec des potes de longue date. Et je ne gagne jamais. Je préfère préciser. Il y a des mecs qui suivent beaucoup moins en théorie que moi à la NBA, mais qui sont beaucoup plus forts sur les analytics et savoir quel joueur va leur apporter quel point dans quelle catégorie. Et ils sont bien, bien meilleurs que moi. Et c'est voilà. J'essaie de figurer en général les 2-3 premiers mois. Je vivote dans les 5 premières places, tu vois, on est entre 10 et 15 en général. Et puis après, je rate une ou deux journées où j'oublie de faire mon équipe, où j'ai un blessé. Et puis bon, en général, je lâche et je finis à 12e, quoi. J'allais te demander un peu qui est dans ton équipe, comment ça se passe cette saison. Qui j'ai dans mon équipe? Alors j'avais drafté très haut, il me semble que j'ai pris Yanis cette année. Parce que t'as pas eu de bol. Mon premier choix, ça n'a pas été la meilleure des choses. Par contre, non, justement, on parlait de Tyrese Maxey, ça a été, je crois que c'était mon deuxième ou troisième pick. Il m'a fait, voilà, au niveau du PR, enfin de l'efficiency et tout, il a été incroyable, donc ça m'a fait du bien. Tu doutes bien que j'ai pris Moussa Diabaté, donc je suis passé un peu pour un. Oui, en très bon joueur de Fantasy League aussi, Moussa Diabaté. Puis après, ça bouge un peu plus, tu vois. Je sais même plus qui est d'une année à l'autre, mais regarde, en direct, si tu veux, je peux te donner je peux vous dire mes joueurs. Je vais essayer de pas faire trop traîner, mais ouais, en tout cas, moi, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Tous les types de Fantasy League dans tous les sports, de toute façon, quand j'ai le temps, c'est prenant et c'est plus facile pour moi de jouer en Fantasy League qu'au vrai basket. Au basket, un temps soit peu compétitif, je suis moins bon. Là, je suis 9e de ma ligue, si tu veux tout savoir, et j'ai Colin Gillespie, Anthony Simons, Kevin Durant. J'ai fait un trade. J'ai tradé Yanis, j'ai oublié de te le dire. Ouais. J'ai tradé Yanis contre Durant et Şengün, notamment. Ah bah t'as anticipé. Ah, donc le mec t'a donné Durant et Şengün. Peut-être que les Bucks devraient s'en inspirer et demander la même chose aux Rockets, parce que là, je suis Milwaukee, j'accepte. Le mec, Yannick en l'occurrence, qui nous écoute fréquemment, à qui je passe le bonjour. Durant et Şengün. J'ai pris mon cousin de Georgie, Mamoukelashvili, mais en free agent en cours de saison. Peyton Pritchard, Paolo Banchero, Moussa Diabaté, Brandon Ingram, Keldon Johnson.
Zion Williamson que je prends tous les ans, mais c'est toujours catastrophique. Entre le nombre de matchs joués et les stats un peu décevantes. Et j'ai pris Jay Huff aussi un peu plus tard après en free agency. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, sympathique. Et oui, voilà, dans les loisirs liés au basket, mais qui sont pas du basket, j'ai surtout ça, moi. Et il y a la deuxième question donc de Max, qui est plus sur le basket pour le coup. Un sujet qui me tient à cœur. Je suis conscient de ne pas être objectif, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Evan Fournier, surtout en équipe de France. C'est un joueur qui, malgré son importance et ses accomplissements, m'a toujours fortement agacé par ses choix de tir, de passe et son implication défensive. Sauf le respect que j'ai pour l'homme, bien évidemment, je considère à tort sûrement qu'Evan est surcoté en France. Je compte sur vous pour me convaincre du contraire, car j'ai la conviction qu'il ne mérite pas mon mépris, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Non, je pense pas qu'il soit surcoté. En fait, pour moi, sous-coté, surcoté, il faut toujours qu'on place un curseur parce que sinon, pour moi, ça veut rien dire. C'est pas du tout contre, contre la personne qui a posé la question, mais parce que surcoté par rapport à quoi? Par rapport à quelle opinion? Qu'est-ce que ça veut dire surcoté, sous-coté? Je pense que c'est quand même un joueur. En fait, c'est un joueur qui, dans son rôle et dans ses qualités, est rare en France. Mm. Est rare en France. C'est un joueur qui a un parcours quand même assez incroyable, que je vous invite dans le MOOC French Touch, disponible sur le shop de Basket Session. Bien Ça, c'est joué, la pub que vous bien n'aviez pas vu joué. venir. Parce qu'il y a un Bam. certain Antoine Pimel, qui parle de lui à la troisième personne, qui a écrit un article sur Evan Fournier et sur un portrait d'Evan Fournier. Non, c'est un gars quand même à qui on a souvent dit que ça n'allait pas marcher ou qu'il y aurait des limites parce que pas assez athlétique, parce que ceci, parce que cela, qui a toujours su les dépasser, qui a toujours su s'imposer. Et voilà, dans son profil en équipe de France, on n'a pas. Là, sur la création de tir, ou en tout cas, on n'a pas beaucoup de son niveau. Après, voilà, pour répondre à surcoté, sous-côté, il faut qu'on me donne une base, quoi. Il faut qu'on me donne Ouais, mais en fait, un palier. moi je pense pas qu'il soit surcoté parce que j'ai jamais entendu dire Evan Fournier c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Voilà, Alors exactement. c'est le meilleur, ça a été le meilleur attaquant sur plusieurs campagnes quand même, ça on peut pas le nier, meilleur scoreur, Ouais. ça c'est factuel. Et j'ai jamais entendu personne dire c'est l'un des trois meilleurs basketteurs français de l'histoire ou voilà. Donc ça ce serait peut-être être un peu surcoté si on dit à chaque fois on a Evan Fournier donc on va gagner le titre. Ouais, là, je pense que ce serait être surcoté, mais c'est pas le cas. C'est un joueur, tu as dit, qui a un profil qu'on n'a pas tant que ça en France. Même au niveau mentalité, je trouve qu'il a bien absorbé le côté haine de la défaite qu'on n'a pas toujours eu culturellement en équipe de France. Alors il y a le revers de la médaille parfois aussi. Il peut passer pour quelqu'un de euh, je sais même pas quel terme évoquer, mais tu sais, quand il avait refusé des médailles ou des choses comme ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué en France. Mais je comprends que sa personnalité puisse diviser. Par contre, non, il n'est pas surcoté. Et je veux dire, même en NBA, il y a eu des saisons où. Alors, Il était première option d'offensive bah, d'Orlando, hein, et par pas exemple, forcément le meilleur joueur, il y a parce que c'était peut-être ouais, il y avait Vucevic, mais il Vucevic, était ouais. la première. Mais c'était lui la Mm. première option offensive. C'est lui qui avait les ballons à la création, etc. Et ils vont en playoff quand même. Bah ouais, mais il y a des saisons où il est borderline All-Star avec Orlando, je pense. Il n'est pas très loin Ouais. de l'être. Et même les saisons où au niveau du classement ça a été moins bien et où après il a disparu, je pense aux Knicks, il fait une saison où il est meilleur marqueur de l'histoire à 3 points sur une saison pour les Knicks. Alors, ça a été battu depuis et on sait que ça shoot dans tous les sens maintenant, mais c'est quand même pas rien, je trouve. Et ça a été un joueur NBA solide. Donc en ça, non, je le trouve pas surcoté. Et en NBA, peut-être que certains ont trouvé un moment son contrat surcoté, je pense, enfin trop payé par rapport à ce qu'il apportait, mais à part ça, voilà. Donc après, je pense que malheureusement, on n'arrivera pas à te convaincre. Max, parce que c'est aussi après une affaire de sensibilité. On a le droit de pas apprécier Exactement. certains joueurs ou d'en préférer d'autres sans qu'ils soient forcément plus talentueux. Voilà. Par exemple, nous, on n'aime pas Karl Anthony Towns. Ce qui n'est c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'il y a des On aime bien situations. se moquer de lui. Ouais, on aime bien sur certaines choses. Là maintenant, mais là, tu vois, maintenant que c'est un peu plus dur et qu'il Je fait le la trouve tronche à un New peu York, ça va. sous-coté. Maintenant, il Tu peut me passer. crois ça? Je le Mais trouve un oui, peu sous-coté moi l'année dernière, il en était, ce il était moment peut-être un peu 4. sous-coté. Ouais. Il a été surcoté par lui-même pendant longtemps, je pense. Par lui-même, Ah, c'est mais magnifique. Quelle phrase c'était magnifique. la manière d'évoquer les Ouais, c'est choses, la très manière dont il vrai. parlait de lui-même. Oui, c'est Et, très vrai. et c'est un excellent joueur, un attaquant extraordinaire même. Je vais vraiment aller jusque-là, mais à un moment il a été surcoté et peut-être maintenant il est un peu sous-coté, ouais, c'est vrai. Et n'oublie pas qu'il s'est enfermé dans une pièce dans le noir après que les Nuggets soient champions. Et n'oubliez pas qu'il a aussi dit qu'il était certain que plus tard des enfants viendraient le remercier de leur avoir montré qu'on pouvait shooter en étant un grand au basket. Bon, C'est vrai qu'ils avaient ils ont on l'avait jamais vu jamais un vu. mec shooter avant 40. Et courage à 4 avec les Knicks, ça va revenir, on espère pour eux, voilà.
Question, alors c'est plusieurs questions un peu marrantes en rapid fire de Zerzer. Ouais. À chaque fois, tu dois en inviter un seul à ton mariage. LeBron James, il fera un discours de 20 minutes. Nikola Jokic, il partira avant le dessert. Ouais, Jokic. Jimmy Butler Il va manger tous les plats, mais c'est pas grave. Pardon. ou Jimmy Butler, il arrive en retard, mais au moins il met l'ambiance. Alors, je pense que LeBron met plus. Je pense que Butler est le mec qui met le moins l'ambiance des trois. Je suis persuadé. Je pense qu'au niveau des personnalités, le plus cool, le moins cool, pardon. Je pense que c'est Butler. Je pense que LeBron serait marrant. Mais Jokic, il serait très drôle, à mon avis. Un Serbe à un mariage, c'était Si tu le fais teaser un peu, à mon avis, et s'il te demande de venir avec ses frères aussi, tu vas moins rigoler, je pense. Ouais, ça serait plus relou, mais il ferait le service de sécurité. Bah, mais non, Jokic, je pense, serait marrant. Et même LeBron, je pense, serait bon délire. Hein. Moi, Butler, j'y crois moins. Honnêtement, moins. Moi, je pense que je prends LeBron juste pour pouvoir me la raconter après, tu vois. Déjà, t'as LeBron James à ton mariage, quoi. Tu vois. Ah, mais ça devient le mariage de LeBron James, par contre. C'est ça, c'est ce qu'impliquait la question avec le discours de 20 minutes où il narre ses exploits et où il va s'inclure dans tes propres histoires personnelles. C'est possible, ça aussi, tu vois. Ah non, mais Antoine, je l'ai connu. J'étais là quand c'était un truc de ouf. Les matchs avec Massy, là, le tir au buzzer, incroyable. Tu vois. Exactement. Ensuite, tu dois passer 6 heures en voiture avec Luka Doncic, il se plaint de tout. Joel Embiid, il met sa propre musique. Ou Kawhi Leonard, silence total. Bon, Kawhi, parfait. J'oublie même qu'il est dans la voiture. Moi, j'ai pas besoin qu'on me parle en bagnole. Hein. Je peux rouler comme ça dans le calme. On me va très bien. Silence total, 6 heures. 6 heures de silence. Ouais, mais on va se comprendre par le silence. À la fin du trajet, on est meilleurs amis. C'est sûr. On va se checker des frères à la fin. Embiid, ça dépend de la musique, mais je pense qu'il doit être cool, Embiid. Ça doit être sympa de passer du temps avec, tu vois. Et Luka, Luka, on parlera un peu de foot, tu vois. Et s'il se plaint, on va essayer de l'orienter autrement. Mais moi, je prends Joel Embiid. Ouais, dans le silence, moi, j'ai fait des covoiturages vers la Belgique pendant un temps. 4-5 heures de route et ça parle pas, ou t'essayes de meubler, c'est ce qui est encore plus gênant. C'est dur. Bah, si c'est moi qui conduis, moi, c'est parfait. Hein. Ouais. Pas faux. Qui choisis-tu pour te défendre dans une embrouille? Giannis Antetokounmpo, Urbain de Airball ou Steven Adams? J'ai l'impression que sur les deux derniers, il y a une thématique cheveux longs, un peu plus longs et soyeux. Ouais. C'est genre, il y a Adams et son sosie moins costaud. Un peu moins costaud. Je fais Steven Adams tous les jours. Tous les jours. Il n'y a même pas de doute. Il aurait même pas besoin de crier, d'élever la voix. Il déplacerait les êtres humains comme des... Je suis même pas sûr qu'il aurait besoin de se battre. Oui, je pense juste qu'il aurait besoin d'être là. Après, Urbain, s'il le laisse parler, il peut... Urbain, ça peut finir en grand loup-garou géant ou en bon délire, tu vois, une petite soirée où on va tous manger ensemble. Mais c'est qui tout double, quoi. Ouais. Où on finit tout nu... Je te laisse développer ta pensée. Non, sans aucun... Genre tout nu parce qu'on s'est fait dévaliser, quoi. D'accord, je vois. Et Yanis, non. Yanis, je sais pas pourquoi je l'imagine pas se bagarrer, ouais. C'est possible. Ouais, non, il serait, tu sais, il est loyal, il défendrait peut-être ses potes. Oui, c'est vrai. Mais Steven Adams tous les jours. C'est vraiment de toute la NBA, c'est le premier nom que je te sors. Absolument. Quoi. Et le deuxième, c'est James Johnson, je pense. Il est encore NBA. Ou Isaiah Stewart. Ah ouais. Ouais. Quel joueur tu détesterais avoir comme coéquipier, mais tu l'adorerais par ailleurs? James Harden, Erwan de First Team ou Trae Young? Bon, est-ce qu'il y en a un que je détesterais avoir comme coéquipier, même dans les trois? James Harden, quand même, il te régale en passe. Bah, Erwan, je sais pas quoi répondre sur Erwan en tant que coéquipier. Pareil pour Trae Young, je sais pas trop quoi dire en fait. Donc je le déteste parce que je le détesterais. Alors, sur le terrain, le style de jeu. Mais tu penses que tu t'entendrais bien avec en dehors? Peut-être Trae Young, hein. Ouais, il a l'air. Mais je vois pas pourquoi je détesterais Trae Young sur le terrain, cela dit, tu vois. Il me régalerait en ballon et tout. Ouais. Je vois un peu. Mais Trae Young, tu vois, sur les derniers temps à Atlanta, je trouve qu'il s'est bien comporté, qu'il était vachement proche des autres, à dire du bien, tout ça. Donc, je dirais peut-être Trae Young aussi. Leader, mais... Ouais. Et après, Erwan, je saurais pas vous dire en tant que coéquipier, j'ai pas joué au basket avec, mais en dehors, c'est quelqu'un de très sympa, donc il n'y a pas de problème. Hein. Je prendrais Trae Young. Qui serait le pire coloc? Anthony Edwards, console allumée H24,
Zion Williamson, frigo vide en 2 heures. Et oui, on parle pas du reste, hein, parce que Ouais, parce que l'alimentation. j'allais aller sur le reste, moi, Ouais, mais vas-y. parce que t'es coloc avec Zion, mais t'es coloc avec 4 pornstars et 6 modèles OnlyFans aussi. Ou Kyrie Irving avec les discussions interminables à 3 heures du matin. Non, Zion. J'aimerais pas être coloc avec Zion. Les Ouais, je deux autres, ça me pense. ferait marrer, je pense. Mais Ouais, Anthony Edwards, je sais pas, hein. La console H24 et tout. Anthony Edwards, il ferait aucun ménage. Ah, Et c'est Zion sûr. non plus, cela dit. Kyrie serait peut-être le seul avec qui, tu vois, il y aura une répartition des tâches ménagères à peu près correcte. Ouais. Moi, je pense Kyrie que serait bon délire. Kyrie, je pense que c'est un beau. Les discussions, alors Ouais. elles seront perchées, tu seras pas Dans un d'accord avec appart tout. new-yorkais. Tu te vois Absolument. pas un appart new-yorkais de Brooklyn, là? Vous Mais êtes oui, coloc bien sûr, tous les jours. à 24-25 ans? Voilà, t'es pas d'accord sur tout. Lui, les joueurs NBA, toi, t'es journaliste basket session. Donc, il paye un peu plus que toi le loyer, par Le contre. loyer, quand même. Toi, tu payes le League Pass. Mais lui, il s'en fout parce qu'il est jamais là. Donc, Ah non, ouais, ouais. Après, Zion, l'enchaînement, ouais, le côté Zion, il ramènerait des meufs trop ouais, chelous. C'est videur pas de frigo. juste des pansters, c'est des meufs trop chelous, là. Il y aurait des problèmes. Il Après, ramènerait des problèmes, en fait, Zion. après, Zion, il y aurait des problèmes. après, Anthony Edwards, voilà, il repeuple aussi pas mal la population américaine. Donc, C'est pas pareil. Zion, je dis, il ramènerait des problèmes. C'est vraiment, tu sais, des ouais, problèmes de. Et il se mettrait dans des histoires louches, là. Heureusement qu'il est joueur NBA, lui. Sinon, il y aurait des problèmes. C'est ça ma c'est un définition. bon argument. Et enfin, qui veux-tu pour te motiver avant un match important? Chris Paul, une vidéo de Kobe Bryant ou Jacques Monclar? Je suis pas sûr qu'il y ait l'un des trois qui me motive. Chris Paul, certainement pas. J'aime pas du tout qu'on me gueule dessus. Alors, je suis pas, ça me braque pas. Plus jeune, ça pouvait m'éteindre. Alors maintenant, ça m'éteint plus. Je suis trop vieux, donc je m'en fous un peu, mais ça me motive pas non plus. J'aime pas ça. Passer l'âge de me faire engueuler quand même. Donc ça, non. Les motivations de Kobe Bryant, c'est surfait, c'est cliché. C'est comme ce que tu. Ça me fait penser à notre autre conversation avant le début de ce podcast. C'est sur les tatouages. C'est Ah comment oui, tu as dit? T'es magnifique, ta phrase était magnifique. je me Faut que tu rappelle plus redises ta déjà. phrase. Euh, Never fail, it's never a fail, it's always a loss. Je sais plus ce que t'as dit. En fait, pour vous faire simple, je disais que j'étais pas un grand fan des tatouages. Je respectais plus à la limite les gens qui faisaient carrément de leur corps un tatouage entier et qui poussaient le délire au bout que les gens qui se faisaient des phrases un peu clichés du type Never a failure, always a lesson ou bon, les Only God can judge me et machin, voilà. Ou le truc sur les rêves, c'était très bon Ah aussi. oui, vis tes rêves, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves, des Ouais. trucs comme ça. Il y en a plein, des comme ça. Les phrases hyper superficielles. Alors, je veux pas dire que Kobe était hyper superficiel, mais je Hmm. trouve qu'on en fait des tonnes autour de Ouais. la Mamba, motivation, tout ça. Je suis pas sûr que ça me motive des masses. Et Jacques Monclar, du coup, je capte pas. J'écoute Bah, pas Bean, en fait, donc j'en ai aucune idée de moi, je comment. Ah prends. si, peut-être c'est Bah, c'est quoi? un C'est le coach. seul coach des trois. Bah Voilà, oui. exactement. Donc c'est peut-être lui que je prendrais parce que c'est un coach. Après, Jacques, il peut aussi te gueuler dessus et de sortir des punchlines de folie. Hein. Il y a moyen. Époque Il y a moyen. Antibes et tout. Moi, je prendrais Jacques, évidemment. Déjà, t'as raison, c'est le seul vrai coach des trois. Aucun des deux autres. Alors, Kobe n'a pas eu le temps d'être coach, peut-être qu'il y serait allé, mais j'y crois pas non plus, cela dit. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Et Chris Paul, pareil, il parle trop. Mais avec C'est pas certainement impossible. des bons conseils, hein, mais en tant que déjà sur le terrain, il Non, parlait impossible. beaucoup. C'est pas simple. Donc, je prendrais Jacques, à qui on passe le bonjour par ailleurs, qui était un très très bon coach. Parce que quand même, les gens le connaissent comme consultant de BIN, mais c'était un très bon coach. C'était un très 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 bon joueur aussi, ça faut pas l'oublier. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs fréquemment dans les MOOC et puis dans certains passages aussi du MOOC French Touch sur l'histoire de l'équipe de France. On passe à une question de Castellar. J'ai très peu vu les Suns et les Grizzlies cette saison, mais quand ce fut le cas, j'ai été impressionné, même très impressionné, par leurs meneurs, respectivement Colin Gillespie et Cam Spencer. Tu en parlais de Gillespie que j'ai dans ma Fantasy League. Ce sont deux Beaucoup joueurs mieux. avec des tout petits contrats à l'échelle de l'NBA, et pourtant je me suis fait la réflexion qu'on parle beaucoup de Ja et de Lamelo dans des rumeurs de trade, mais que si j'étais une bonne équipe, ce serait plutôt ces joueurs-là que je ciblerais. L'échantillon de match que j'ai vu étant faible et mon œil de scout encore plus, ma vision peut être faussée et j'ai besoin de votre expertise. Pensez-vous qu'une équipe peut être championne avec l'un de ces deux joueurs en tant que meneur titulaire? Oui, je pense. Alors, pour Gillespie. Hmm. Il fait quelle taille? Attends, je regarde quand même sa taille exacte, mais je pense. Pour moi, oui, parce que de toute façon, la balle, tu la veux dans les mains de ta star. Ouais. Donc, par définition, si ta star, c'est pas ton meneur. Je regarde quand même la taille de Gillespie, ça m'intrigue. Ah, il fait 1,85. Je savais qu'il était petit, mais j'espérais qu'on Hmm. soit plus proche du 1,90 m que du 1,85 m.
est-ce que tu peux être champion avec un meneur d'1m85? Je serais quand même tenté de dire oui, tu vois. Au final, les pays, TJ McConnell est meneur remplaçant. Ouais. Les Celtics pourraient être champions avec Pritchard si elle a la très bonne équipe autour, tu vois. Je pense que c'est possible pour Gillespie. Je pense que pour Gillespie, c'est possible. Il défend, il est hargneux, il va jouer sans le ballon, c'est un excellent shooter. Il va savoir poser le jeu de temps en temps quand c'est pas ta star qui aura le ballon entre les mains. Si Gillespie, c'est ton quatrième ou cinquième meilleur joueur dans ton 5 majeur, mais que c'est lui ton meneur titulaire et que finalement tu as des meilleurs joueurs. Je sais pas, regarde, tu as Gillespie, je vais faire un truc un peu. J'essaie de faire un truc futuriste. Je vais essayer de faire gagner une équipe avec Anthony Edwards, tiens. Ok. Et Giannis Antetokounmpo. Alors je vais mettre Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Et là, avec Colin Gillespie, j'arrive à être champion NBA. Non, attends, j'essaie de le prendre autrement. T'as Giannis Antetokounmpo. T'as un pivot qui shoot. T'as Miles Turner. Je pense que ça peut marcher. Ça, à la base, c'était censé marcher. Les Bucks, il y avait un peu d'idées. T'as OG Anunoby. Je cherche mon arrière. T'as Jalen Brown. C'est forcément une très bonne équipe. Hein. On parle d'une équipe qui est championne. T'as Jalen Brown et t'as Colin Gillespie. Pour moi, ça gagne. Et alors, bien sûr, j'ai cité des bons joueurs, mais les équipes qui gagnent, tu regardes leurs 5 majeurs, c'est des bons joueurs. Hein. Ouais. Donc Gillespie, Jalen Brown, OG Anunoby, c'est peut-être même pas. Il y aura le truc du shoot. Giannis Antetokounmpo, Miles Turner. Tu peux gagner un titre, je pense. Ouais, je l'ai construit un peu vite, mon équipe. Il y a peut-être moyen de construire mieux que ça. Mais je pense que Gillespie, c'est pas impossible. Donc deux joueurs. Pas non plus facile, mais c'est pas impossible. 2 joueurs des Bucks, donc. Qui sont déjà il y a mieux que Miles Turner sur ce que j'ai cité. Coaché par Doc Rivers. Le tout coaché par Doc Rivers, c'est Kyle Kuzma et AJ Green. Non, mais c'est vrai, effectivement, faut pas prendre un exemple avec 2 joueurs des Bucks. C'était un mauvais exemple. Mais on comprend l'idée. Mais moi, je pense à peu près comme toi. En tout cas, plus Gillespie que Spencer, qui est bon aussi, hein, mais je le vois. Il a moins la tronche du meneur titulaire organisateur. Ouais. Gillespie sait faire plein de trucs. Il a un peu de culture de la gagne aussi avec la fac. J'aime bien toujours ça chez les joueurs. Mais c'est pas lui par son simple talent qui va faire gagner une équipe. On est d'accord avec ça. Et il faut qu'il soit bien entouré. Il faut que ça fitte bien avec les autres. Là, je peux l'entrevoir. Ouais. Un peu plus tard dans la carrière, peut-être pas aussitôt, je pense. Ouais, peut-être un peu. Oui, voilà, c'est ça, un peu plus tard. Je te le refais. Victor Wembanyama. c'est pas mal. J'aime bien. Victor Wembanyama, Jalen Brown, toujours. Ouais. Enfin, j'hésite à dire Harrison Barnes, mais il n'est pas dans une très bonne période. Un mec, ou Tobias Harris. Donc Tobias Harris, Victor Wembanyama, Jalen Brown, Colin Gillespie et Trey Murphy. Je pense que tu gagnes le titre. C'est pas mal. En tout cas, t'as tes chances. Dans 2 ans, hein, je pense que t'es vraiment... T'as tes chances. Bon, tu mets Victor, c'est tout de suite l'argument du poids. On passe à une question de Pierre-Louis, question spiritualité, Antoine. Est-ce que tu es prêt ? Allez. En regardant Philadelphie-New York, j'ai vu plusieurs joueurs faire le signe de croix, et notamment Joel Embiid, avant ou pendant le match. À Philadelphie, ça n'a visiblement pas porté chance puisqu'ils ont perdu, Embiid compris. Cela m'a conduit à une réflexion plus large. Ma question n'est pas de savoir si je suis croyant ou si j'adhère à des rituels particuliers, chacun mérite le respect. Je crois en Dieu, je crois aussi au destin, mais j'ai du mal avec l'idée d'un Dieu représenté comme un vieil homme tirant les ficelles, nous manipulant comme des marionnettes afin d'influencer chaque acte de notre vie. Je ne suis pas de ceux qui disent « c'est Dieu qui veut » pour expliquer chaque événement. Si Dieu est Dieu au sens philosophique du terme, s'intéresse-t-il réellement au sport ? S'intéresse-t-il, j'ai du mal décidément, au fait que New York batte Philadelphie ou qu'un tir rentre ou non ? J'ai du mal à y croire. Bien sûr, pour les sportifs, c'est leur vie et pour les supporters, cela compte énormément, au point parfois de prier pour une victoire. Dès lors, ma question est simplement la suivante. En tant que fan de sport ou lorsque vous pratiquez vous-même une discipline, vous arrive-t-il de vous en remettre au spirituel ou à des rituels, comme le signe de croix, dans l'espoir d'une victoire ou d'une bonne performance ? Est-ce que tu as des rituels, Antoine, toi ? Non, j'ai pas de rituel, mais je devrais. Et il paraît que c'est très important pour la performance d'avoir des rituels. Si tu écoutes tous les athlètes pros, d'ailleurs, ils te parlent qu'est-ce que tu fais avant un match. Ils vont te dire je fais ma routine. Et c'est une forme de spiritualité. Ça devient très important pour eux de faire la même routine. Je prépare mon corps toujours de la même manière. C'est une forme de spiritualité, en fait. Parce que ça revient à penser quelque chose qui, quelque part, pourrait être irrationnel, mais ça revient à penser, si là, je ne fais pas ça, je ne vais pas bien jouer. Maintenant, je ne pense pas que les joueurs qui fassent le signe de croix, ils prient nécessairement pour une victoire. Je pense que quelque part, ça leur donne une force. Si tu es croyant, si tu es spirituel, c'est plus que sans doute, tu fais appel
ou tu pries pour. C'est eux qui répondraient mieux que moi, évidemment, mais tu pries pour être relâché, pour être fort, pour être bien, tu vois, Mhm. et pas nécessairement juste pour gagner. C'est plus pour avoir ce qui te permet ensuite à toi de livrer la prestation qui devrait te permettre de gagner. Je Ouais. pense que c'est plus ça dans le cadre des athlètes. Maintenant, là, c'est une très bonne question, mais qu'il faut poser aux athlètes eux-mêmes. Toi, ouais, non, t'as pas du tout de routine, Oui, un truc que tu fais tout le temps, de ce que tu manges avant les matchs. je suis stressé avant les matchs. Moi, je suis. Ton Alors rituel, c'est d'être stressé. moins maintenant, mais moi, j'arrive. Alors que je joue à un niveau, jamais joué à un haut niveau. Tu vois, mais j'ai même pas joué à un niveau semi, semi quoi. Tu vois, mais je suis stressé plus fort que moi qu'en fait il y a Ouais. des gens qui encaissent mieux la pression que d'autres, quoi. Moi, c'est marrant, les rares fois où j'ai essayé d'avoir un rituel, alors moi, c'était pas du tout le côté spirituel, mais j'ai essayé des trucs du genre manger la même chose à chaque fois, avoir le même espace entre le moment où, je sais pas, où tu t'habilles, où tu fais ci, où tu fais ça, écouter telle musique à tel moment parce que tu as l'impression que ça te détend. Et à chaque fois, ça a tenu 2 matchs. Ouais. Et soit parce que j'oubliais, soit parce que ça marchait pas du tout. J'ai essayé de remplacer par autre chose et du coup, j'ai très vite arrêté de tenter d'avoir des rituels et j'ai pas de routine. J'ai jamais eu vraiment de routine particulière. Et pour ce qui est de la spiritualité, ouais, enfin, moi, je suis un peu, si tu veux, je suis fasciné par les gens qui arrivent à s'appuyer sur la spiritualité ou sur leurs croyances religieuses, parce que tu sais, c'est vraiment, comment dire, ça les porte vraiment parfois, quoi. Ils sont tellement Mm. convaincus que ce qu'ils font est spirituel justement et va dans ce sens-là que bah, effectivement ça leur donne une certaine force, ça c'est sûr. Et bon, moi je suis chiant comme la pluie, je suis cartésien et je crois en pas grand-chose, donc c'est sûr que j'ai pas ce côté-là non plus sur le match. Moi, alors c'est marrant, en sport comme dans d'autres trucs, je crois un peu, si on peut dire croire, mais ce qu'on appelle bêtement le karma un peu, tu sais, Mm. tu fais un truc positif et tu te dis allez, à un moment ça va déboucher sur un truc positif, pas forcément que pour moi, hein, mais ça, à la limite, même dans le sport, je me dis, allez, tu fais un truc vertueux, on va dire, hein, sans prétention. Et au bout d'un moment, tu seras récompensé parce que ça doit se passer comme ça. Mais à part ça, non, j'ai pas de rituel ou de choses qui se raccrochent à la spiritualité au basket. Mais je trouve ça fascinant, vraiment, t'as des sportifs qui sont vraiment possédés, tu vois, sur leur célébration de but je pense au foot, tu vois, les Brésiliens avec le Ah, mouvement c'est évangéliste et hyper tout, c'est chrétien. incroyable. Enfin, ils sont et d'autres et pour les autres religions. Et, enfin, voilà, pas entrer dans le détail, mais ouais, c'est assez fascinant, je trouve. On passe à une question de Xavier, question du samedi spécial Trade Machine qui a trop tourné et pour donner raison à Antoine. Imaginons que les Warriors, déjà coincés dans le second apron avec Jimmy Butler blessé à plus de 50 millions la saison, se pointent chez les Bucks en mode on vous envoie Jimmy plus 2 rookies qui ne savent pas encore écrire Antetokounmpo et vous nous donnez Yanis. Concrètement, qu'est-ce qui bloque en premier dans la vraie vie? Les nouvelles règles CBA et leur apron qui explosent dès que tu additionnes de salaire, la Stepien Rule qui dit calme-toi sur les pics, donc c'est la fameuse interdiction de mettre en jeu des pics sur des années consécutives, ou juste le GM des Bucks qui raccroche au bout de 3 secondes en se disant que même la trade machine d'ESPN n'oserait pas valider ça. Et si vous deviez rendre ce trade à peu près crédible pour Milwaukee, jusqu'où doivent aller les Warriors en jeunes, pic et flexibilité sans se retrouver avec Yanis, Curry et Dime Cosmic Basket autour? Alors, c'est pas me contredire parce que je pense que je suis l'un des premiers, Oui, avant même Brian Windhorst, je me souviens avoir dit que Golden State serait un très ça fait sérieux longtemps, l'année dernière, même candidat avant, ouais, ouais. pour Giannis Antetokounmpo. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai cherché la trace de la première fois que j'en ai Ouais. parlé, 2020. 2020, Ah là, ouais. je suis allé chercher sur Google. Alors oui, je me suis auto fait plaisir pour flamber un peu, mais je me prépare au cas où ce trade a eu lieu parce que la toute première fois que je l'évoque, c'est dans un article que j'ai écrit en 2020. Et sinon, si on remonte 8 mois en arrière, il y a un short sur cette chaîne, hein. Alors, 8 mois en arrière, maintenant, vu qu'on est dans ce contexte, ça peut sembler évident parce qu'on a beaucoup Ouais. entendu Warriors Yanis. Mais le short qui date de 8 mois en arrière, il n'y a pas une rumeur Yanis Antetokounmpo Golden State Warriors. Il n'y en a pas une seule. Je C'est vous vrai. promets que le moment où c'est fait, il n'y en a pas une seule. Et je suis le premier à dire, alors je continue à flamber, Golden State va être un vrai, vrai candidat pour Yanis Antetokounmpo parce qu'ils ont tous leurs pics. Et je pense que l'offre qui serait potentielle, ça serait effectivement un truc où il y a Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski contre Yanis Antetokounmpo et un autre joueur des Bucks. Faut voir effectivement cette histoire de est-ce que tu peux additionner les salaires.
Je crois pas qu'ils sont dans le second Epron, hein. Je pense qu'ils sont dans le premier. Il y a que Cleveland qui est au-dessus du second Epron. Donc normalement, c'est possible. Il y a que Cleveland cette saison qui est pour l'instant au-dessus du second Epron. Toutes les autres équipes sont soit dans le premier, soit en dessous. Et du coup, ça marcherait. Alors, la Sepian Rule, elle est. Tu peux envoyer 7 pics, hein. Tu peux envoyer 7 pics. C'est juste qu'il y a des swaps. Tu mets des swaps, ouais. Mais les swaps, ça revient à envoyer 7 pics. C'est pour l'équipe qui la reçoit, c'est quand même que sur 7 années consécutives, tu sais que tu vas drafter tu vois, donc les Warriors peuvent envoyer leur pic 2026, 2028, 2030, 2032, 2030 et 2032, super intéressant quand même. C'est post Stephen Curry, et mettre swap 2027, soit 2029, soit 2031. Il y en a un qui est déjà envoyé quelque part, faut se méfier. Mais d'ailleurs, j'ai retrouvé mon offre sur. Je crois que c'est en 2020 que j'en parle. Je me souviens plus si c'est 2020 ou 2000. Non, je crois que ça, c'est sur je crois que c'est sur le short d'il y a 8 mois. J'ai mis 6 pics, plus Kuminga et Podziemski. Ouais. Je crois qu'il n'y avait pas encore Jimmy Butler. Donc, je ne sais plus comment j'avais tourné ça exactement autour de qui. Mais il y avait Kuminga, Podziemski et 6 pics. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Et Milwaukee, ça serait, si c'est cette offre-là qui est choisie, ça serait le mix de... On a Kuminga et Podziemski qui sont jeunes. On va pouvoir tanker un petit peu. Pardon, je fais long chat, excuse-moi. Non, je t'en prie. Je réitère ce qu'on a dit hier dans le CQFR. Milwaukee peut tanker cette saison. Peut tanker partiellement. C'est-à-dire que les Bucks vont avoir le pic le moins bien placé entre le leur et celui des Pelicans. Mais les Pelicans vont être mauvais. Donc même si les Bucks étaient mauvais aussi, il y aura 2 pics mal placés. Et ils auront il y aura 2 pics très hauts et ils auront le moins bien placé de ces 2 pics. Donc peut-être que les Bucks peuvent quand même piocher en 6 ou en 7 ou en 8 dans le top 10 en tout cas de la draft et se retrouver avec Kuminga, Podziemski, transférer aussi Miles Turner qui rapportera d'autres atouts. Le choix numéro 8, tu vas être mauvais, ça va être compliqué, mais voilà, avec toute l'accumulation de pics, tu vas avoir de quoi te reconstruire à un moment sur la durée. Ça serait pas la meilleure offre Golden State. Je pense que c'est pas la meilleure offre parce que le mieux, ça serait de récupérer tout de suite un jeune intéressant, un VJ Edgecombe, un Dylan Harper, un Amen Thompson, ces mecs-là. Mais par contre, Giannis, il va pas demander 50 destinations. Giannis, il a pas envie d'aller à Atlanta, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ça me d'aller aux Hawks. Je suis pas sûr non plus qu'il a envie d'aller à Portland. Je suis pas sûr, tu vois, qu'il a envie d'aller à Memphis. J'ai vu passer Memphis des fois. Là, au moins, Golden State, il va rejoindre Stephen Curry. Il est dans un grand marché. On est sur plusieurs conditions réunies. Je pense que c'est une vraie possibilité. Je me rappelle très bien quand tu as commencé à en parler. Mais je me souvenais pas que ça date même d'avant le titre, en fait. C'est 2020. Ouais. Avant le titre des Bucks. Quand ils ont le deuxième choix de la... Oui, avant le titre des Bucks, oui, c'est vrai. Les Bucks n'avaient pas encore gagné et les Warriors n'avaient pas encore regagné. Et c'était quand il y avait déjà le... Ouais. Alors, c'était pas tout à fait de la même manière, du coup, évidemment. Mais il y avait ce truc de... À un moment, les Warriors, ils vont chercher à faire Giannis. Et c'était avec James Wiseman. J'avais dans un article, en fait, où j'explique que les Warriors vont pas trader leur pick. Ouais. Donc, sur ça, j'avais vu juste. Parce qu'ils vont vouloir garder... Alors, pas savoir que James Wiseman serait un bust à ce point, mais qu'il y aurait un objectif un jour d'envoyer un package de jeunes et de pics contre Giannis Antetokounmpo. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient le trade à l'époque, je me rappelle, parce que à partir du moment où ils avaient dit, moi, je voulais qu'ils prennent Avdia, on savait qu'ils le prendraient pas. Et j'avais été assez surpris de voir qu'ils s'étaient rabattus sur Wiseman, qu'ils les avaient utilisés. Mais ouais, c'est marrant de voir que t'en avais parlé à l'époque. C'est bien, on a gardé toutes les preuves. On a aussi gardé de côté. Je suis prêt à dégainer si vous inquiétez pas. On a aussi dit beaucoup de conneries qu'on a gardé de côté si ça se produit pas. Je t'explique. Là, le but, c'est que d'ici le trade, j'écris en 12-12 29 articles pour chaque franchise avec Giannis. Je les antidate. Le moment où il y a le trade, je sors l'article en question qui correspond à cette équipe et j'efface les 28 autres. Et là, voilà, on est grand seigneur. Ça me rappelle que la fameuse Stepien Rule, c'était en hommage, un hommage tout relatif au propriétaire des Cavs, Ted Stepien, qui avait été l'un des pires propriétaires, et on le retrouve dans le livre GOAT d'ailleurs, qu'on a écrit. Qui est disponible sur Basket Session. Qui est disponible sur Basket Session, la pub que vous n'aviez pas vu venir non plus, mais qui avait mis 1 milliard de pics sur des années, qui avait hypothéqué totalement l'avenir de la franchise et qui n'avait pas fait long feu, mais qui était resté de triste mémoire dans l'histoire des proprios. Dernière question, Antoine, pour aujourd'hui.
de Miguel. Ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas envoyé de questions. J'imagine le stress de Shai en ouvrant sa boîte mail en ne voyant pas de mail de ma part. Rassure-toi, Shai, je suis là. Effectivement, Miguel, tu es là. Ça nous fait plaisir, Miguel. Ma Ça question fait est longtemps qu'on venue. t'a pas vu aux C'est soirées vrai, quand même. c'est vrai, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Nous, Donne-nous des nouvelles. on est avec Zion, Anthony Edwards à la coloc, t'es pas là, on comprend pas ce qui. Voilà. Revenez sur les questions précédentes si vous les avez sautées, vous comprendrez cette petite ref. Ma question m'est venue après la retraite de Mamadou Sakho. C'est un joueur de football pour les moins calés sur le foot, nous précise-t-il. Ce joueur a eu une bonne carrière, mais pas une énorme, mais il est dans mon panthéon. Pourquoi? Grâce à son doublé contre l'Ukraine qui qualifie la France pour la Coupe du Monde en 2014. Un membre d'un panthéon personnel est une personne qui vous a procuré une émotion si forte euh, qu'il mérite d'être dans ce panthéon, même si le reste de sa carrière n'a pas été du même niveau. On a une affection particulière pour lui, voire une immunité. Voici quelques membres du mien en basket et en pop culture. Richard Dumas des Suns, car ce sont mes premières finales NBA. Kawhi Leonard pour ses playoffs avec Toronto. TJ Short avec Paris. Cordigné, Le Sort, Yabusele pour les JO de Paris. Et dans d'autres sports, Umtiti pour la Coupe du Monde 2018. Forget et Lecomte pour la Coupe Davis 91. En hoop culture, Mathieu Kassovitz pour le film La Haine. Et le groupe Four Non Blondes pour What's Up. À votre tour, quels sont les membres de votre panthéon, basket ou hors basket? Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça? Alors, si on ressentit un peu la définition du... Ils ont fait un truc qui t'a tellement fait kiffer, qu'ils aient eu une bonne carrière après ou pas, et ils ont pu avoir une bonne carrière, que ils sont dans ton cœur à jamais, que ce soit des footeux, des basketteurs, des musiciens, Non, mais là, des artistes. Miguel, tu nous poses des questions. Ça, c'est mieux, Miguel. Tu viens aux soirées. Comme ça, on a 4-5 heures pour te répondre, quoi. Pas 5 minutes. Parce que là, c'est ça aussi, Miguel. Je sais pas, j'en ai 50 et j'en ai 0 à la Tiens, fin. tu nous parlais de l'Olympique Lyonnais, là. Genre le joueur qui a... Juninho, Sonny Anderson, direct. D'accord. Mais c'est Sinego, pour un truc ça en rentre dans mon particulier. panthéon. C'est pour un truc en particulier, un but, une action. Juninho, c'est l'ensemble de son œuvre. Les- Sonny Anderson, les- j'ai 10 piges et il arrive à Lyon et c'est la folie. Juninho, Il a le maillot pâté. Juninho, les 84 coups francs qu'il a mis à 60 gardiens différents de l'Olympique de Marseille, je pense. Chaque match. Et même s'il y a 0-0, tu sais qu'il va foutre un coup franc de 30 mètres à la fin. C'était... Il y avait coups francs, c'était magnifique. Je vivais pour ça, pour attendre les coups francs. En joueur de l'OL, Juninho, Sonny Anderson. Je pense que Sidney Govou restera dans mon panthéon. Il y avait un truc, le doublé contre le Bayern. Non, je peux Lui- vivre ah sur ouais. ce doublé contre le Bayern. Lui pouvait venir aux soirées, s'il voulait. Ouais, lui, Très bon fêtard. il ratait jamais une soirée. Je sais pas, il pourrait y avoir Salif en musique, mais c'est C'est ce qui pareil. t'a c'est créé pas un pour- peu En de... fait, c'est pas un truc. En fait, il n'y a pas un truc précis. Je sais pas s'il y a un exemple comme il a Hmm. donné de ce mec-là, en fait, juste il a fait ça et ça a suffi. Il y en a peut-être, mais Et en basket, Et puis, il y a des juste mecs pour un- lesquels t'as... en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu d'idole. Je vais pas te mentir. J'ai Juninho, Sonny Anderson. Tu sais, j'ai croisé Sonny Anderson dans la rue. Je suis même pas allé lui parler, quoi. Ah ouais. T'es témoin, on a croisé J'ai vu, Ronaldo quand même. j'ai vu. On a croisé Ronaldo, je n'ai pas pris une photo, j'ai J'allais- regretté un peu, mais tu sais pourquoi j'ai regretté? Hmm. Même pas pour moi, mais pour montrer à mes petits-neveux. Ben oui. Tu sais, c'est juste pour ça en fait, pour leur dire regarde, j'ai On eu vous une l'avait photo raconté, avec on vous l'avait Ronaldo, quoi. raconté l'année dernière, mais c'était une scène incroyable. On va aux toilettes au Paris Game et puis je l'ai même pas vu, mais derrière nous il y a Ronaldo. Antoine qui me fait regarde qui est derrière toi. Ronaldo entre guillemets le vrai, le brésilien. Ah, le vrai. Et Et- pourtant, j'ai livré devant Ah, Ronaldo. tout le monde, c'était l'icône incroyable de notre jeunesse. Et ouais, et Antoine du coup a pris une photo, pris une photo de moi, de Ronaldo avec moi. Et après on n'a pas pensé à ce qu'il prenne une photo. Ouais, mais parce que ça me traverse pas l'esprit, donc du coup, c'est dur pour moi. Ouais. Il n'y a pas vraiment des mecs que j'ai bien aimé, les joueurs de Manchester United, tu vois, et de Man U et tout, mais j'ai jamais vraiment eu une idole absolue. Et en basket, Ah, des mecs qui ont non fait un plus, truc. tu vois. Après, toi, il y a des équipes qui t'ont déclenché des trucs, tu vois. Du côté de Ouais, Portland, voilà. notamment, je sais que Mm. les Blazers, il y a eu des périodes où voilà. Rachid Wallace, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Derrick Rose. Manu Ouais. Ginobili a été, je pense, c'est le joueur que j'ai le plus aimé sur Ouais. l'ensemble. Aujourd'hui, j'aime bien, mais tu vois, il n'y a pas un truc où je me suis dit, ah, quel gars a fait ça, et Ouais. du coup, ça a été rentré dans mon cœur à jamais, quoi. Moi, pour des trucs vraiment ponctuels, je dirais. Alors, on en a reparlé la dernière fois, mais bon, pour la Linsanity, tu vois, il a rien fait après, à proprement parler. À cause de, voilà, il a c'est pas une immunité, mais il a un truc qui fait qu'il va rester. Il reste dans ma mémoire juste pour la période comme ça, tellement je trouve que c'est incroyable. Et après, la courte période de Penny, ça a marqué moi, mon tout début de fan, et du coup, j'oublierai jamais non plus, même s'il n'y a rien eu derrière parce qu'il était tout le temps blessé. Et pour le foot, la saison 2003-2004 de Didier Drogba avec Marseille, je pense que j'ai jamais autant été à fond dans une saison, et j'avais quoi, 15-16 ans, 16 ans, ouais. Et le sentiment t'as dans ton équipe qui est vraiment moyennasse de chez moyennasse,
tu sens que tu as un mec qui va être l'un des meilleurs joueurs du monde, ça fait très bizarre parce qu'à l'époque, Marseille, il n'y avait pas trop ce cas de figure, tu vois. C'était vraiment la traversée du désert. Donc ça, oui, il m'a provoqué des trucs. Voilà, quand il est parti, ça m'a détruit, quoi. Et Didier Drogba qui vient Qui vient de Côte d'Ivoire. d'Antony, monsieur. Ah pardon, parce qu'il a grandi chez Eh son oui, oncle, il a grandi chez son oncle à Antony, c'est ça, oui, ouais. il vient de chez moi. Absolument. Donc, Et Anthony, c'est notre plus grande fierté. Enfin, non, c'est une plus grande fierté. C'est même pas une plus grande fierté, c'est pas vrai. Par contre, c'est la plus grande star de la ville, quoi. Anthony inspire le monde. Exactement, monsieur. Et pour la musique, c'est très marrant parce que Miguel, il parle de ce morceau des Fornondes Blondes qu'on fait que ça, hein, je crois, j'ai l'impression, parce que je te le montrerai si tu vois pas ce que c'est, Antoine, parce que c'était moins avec ta cam, je pense, mais et j'adorais ce morceau, j'avais le 2 titres quand j'étais gamin, je trouvais ça trop bien. Ils ont rien fait. Elle, par contre, la chanteuse Linda Perry, je crois. Après, elle a écrit des tubes pour tout le monde, sur toute la planète, tous les artistes qui sont sortis après, elle a écrit que des tubes pour tout le monde. Et c'était un morceau que j'aimais bien quand j'étais petit. Mais je dirais pas que c'est les artistes qui m'ont. Moi, les vrais claques dont je me souviens, alors c'est souvent du rock, hein, mais quand j'ai écouté pour la première fois l'album Californication des Red Hot Chili Peppers, je me rappelle d'avoir pris une baffe. Et Origin of Symmetry de Muse aussi, pareil, grosse baffe. Voilà. Si c'est pour le côté émotionnel, on va dire, parce qu'après il y a plein de choses que j'ai adorées et que j'aime et que j'aime beaucoup, mais là pour le côté la baffe émotionnelle, je dirais celle-là. Voilà pour le CQRFR du samedi de cette semaine. Merci à tous pour vos questions. Continuez, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à insister. Il y en a qui le font très bien, qui renvoient les questions qui leur tiennent à cœur. Et puis on finira par les poser ou on les déclinera sous une autre manière quand c'est un peu des jeux ou des exercices que vous nous soumettez dans la Late Session quand elle reprendra, je l'espère, la semaine prochaine. Voilà. Eh ben, écoute, nous, on se retrouve justement la semaine prochaine, lundi matin, pour un CQFR. Demain, Hoop Culture sur la chaîne Basket Session, comme d'habitude. Merci à tous. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. Game is out there, and it's either play or get played.